à la fin, dans un environnement où on sait être fier lorsqu'il y a des résultats, mais un environnement qui est très compliqué et difficile. Donc là, on a compris qu'il fallait du financement, il fallait des infrastructures de recherche appliquées, comme ce qu'on voit ici au niveau de l'ENSAM, Fab Lab. Donc, on a commencé à développer des plateformes de recherche, ce qu'on a appelé Living Lab. Ça veut dire, pas seulement on va travailler sur des niveaux de maturité technologique basse, on est sur une recherche plutôt fondamentale de base, mais on va aller aussi sur des recherches appliquées, sur une recherche pré-industrielle. Donc on l'a fait pour le solaire, donc le Green Energy Park, ensuite on a fait le Green Smart Building Park pour la partie éco-construction, réseau intelligent, bâtiment vert. Et ensuite il y a une plateforme en Côte d'Ivoire qui a été finalisée, j'espère qu'elle sera inaugurée bientôt. J'ai eu la chance aussi de mettre en place l'école des énergies renouvelables à l'UM6P. Mon dernier projet était la plateforme d'hydrogène vert. Elle est en cours de construction, c'est-à-dire que le premier pilote sera finalisé dans un mois et continue au niveau de JOF, donc porté par l'UM6P, l'IRSN et le groupe OCP. Et puis ensuite, c'était intéressant avec les amis ici présents, avec l'AME, avec l'ONE, avec l'OCP. On a commencé à travailler sur des sujets stratégiques. C'est-à-dire que moi, je rajouterai, il faut le lien, clairement, entre le monde académique, le monde socio-économique, et puis également aussi la partie stratégique, donc comment encourager ce tout. Quand on veut développer une nouvelle filière, il faut avoir une feuille de route stratégique, mais il faut aussi la faire accompagner par une feuille de route technologique. Et là, on a travaillé sur l'hydrogène vert et sur la mobilité électrique. L'hydrogène vert, ça avait été validé par la haute autorité. Sur la mobilité électrique, ça n'est pas encore le cas, j'espère que ça va arriver. Alors, ICANN 2.0, ça a été expliqué, donc j'ai mis en place un cabinet de conseil d'ingénierie et puis aussi une société pour mettre en place des unités industrielles. La première, c'est MISOL CES, chauffe-eau solaire, l'usine est finalisée. On a eu un retard, je parlerai des défis, un retard de plus de 10 mois, mais c'est pas grave, il faut accepter qu'il y a beaucoup de défis. Et donc on va démarrer la production début 2025. Et il y a un autre projet en cours de préparation pour fabriquer des cellules et des modules photovoltaïques, où là aujourd'hui, on a à nouveau une opportunité, comme ça a été cité tout à l'heure par Sylvain, une opportunité avec cette dynamique de l'hydrogène vert, du développement, parce qu'il faut au début avoir plusieurs centrales solaires, des parcs éoliens, une opportunité de développer aussi de l'industrie à nouveau pour notre pays. Contexte positif, et là je vais aller très très vite parce que plusieurs éléments que vous connaissez. Aujourd'hui, la stabilité économique de notre pays fait que plusieurs acteurs s'intéressent à notre pays. Il y a aussi une vision, ça a été cité tout à l'heure, très claire de Sa Majesté, et donc c'est une stratégie sur le long terme pérenne, même si nous avons des changements de gouvernement, cette stratégie de protection de l'environnement, cette stratégie relative justement aux technologies propres, elle est durable et continue, et ça rassure tout le monde. Et puis tout doucement, on va le voir, on a des infrastructures en ce qui concerne la R&D, on a de l'expertise. Oui, on en parle souvent, que ce soit au niveau national ou aussi à l'international, mais nous avons de très bonnes têtes, chercheuses, chercheurs. Et puis tout doucement, on a une charte d'investissement qui est très intéressante et un grand potentiel pour l'hydrogène vert. Le potentiel renouvelable est tout simplement gigantesque. Particularité de notre pays, nous avons des sites où on a les deux, un rayonnement solaire important et également aussi des vitesses de vent importantes et surtout un facteur de charge très élevé. Ça veut dire que le vent souffle à plus de 60% du temps. C'est-à-dire que quand je combine, même jusqu'à 70% dans les provinces du sud, dans certaines régions, le nord, et si je combine les deux, je peux produire de l'électricité propre presque 24 heures sur 24. Un développement important, donc plusieurs évolutions qui font que, sincèrement, notre pays est intéressant. On voit aussi qu'on s'est développé dans l'automobile, qu'on s'est développé aussi dans le secteur aéronautique. Personnellement, ce qui me frustre un tout petit peu, c'est bien, c'est formidable. Mais vous allez, quand vous analysez, vous rendre compte que là où on s'est positionné, on est beaucoup dans de la sous-traitance. Et donc là, c'est important à un moment de passer aussi à un autre niveau, mais c'est comme ça que ça démarre. Stratégie énergétique, elle a été lancée en 2009 avec un objectif d'arriver en 2030 à 50% de capacité installée en énergie propre. Il y a eu des discussions, des objectifs 2020, pas totalement atteints, etc. Mais donc je pense que
par rapport à cette stratégie-là, l'essentiel était de préparer l'environnement, d'avancer, d'adapter des fois aussi par rapport aussi aux besoins. Mais ce qui est important, et c'est pour ça que ça va être cité, ça va être commenté, expliqué tout à l'heure, si vous le voyez, la capacité installée, vous prenez 2030. Et donc 2030, on compare avec 2020, même avant 2015. La capacité installée va fortement augmenter. Ça veut dire qu'en 2030, on va avoir plus de capacités installées qui utilisent des énergies fossiles. Et avec tous les efforts d'arriver à 50%, nous allons polluer plus en 2030. Ça veut dire que sur la partie d'énergie fossile, toute l'autre partie, il faut des actions et des mesures d'efficacité énergétique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tout simplement de dire pendant la transition, et la transition, il faut être pragmatique et réaliste, c'est des sujets où, oui, on veut arriver à décarboner totalement notre économie, mais il faut du temps, il faut être réaliste et il faut adapter aussi la consommation. Et je vais reprendre une phrase, j'espère que je ne vais pas me tromper, de Saïd Moulin qui a toujours dit l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Voilà, absolument. Et donc voilà, sur les prix, c'est intéressant. Le Maroc a contribué aussi fortement à la baisse du prix des énergies renouvelables du solaire. Plusieurs projets qui ont été dirigés et mis en place par l'ON2E, qui avait comme objectif aussi de consolider le réseau, c'est-à-dire qu'il y avait les grandes centrales qui permettaient de se substituer de grandes centrales à charbon, à énergie fossile. Et de l'autre côté, il y avait aussi du photovoltaïque décentralisé, distribué pour consolider le réseau. Alors sur les ressources, vous le voyez sur le solaire tout en haut, on est en termes de potentiel d'énergie solaire au niveau mondial, le 9e pays. Et sur l'éolien, 31e, mais comme j'ai cité, le grand avantage, c'est d'avoir des sites qui combinent les deux. Alors, qu'en est-il des futures stratégies, donc la stratégie nationale bas carbone 2050, vous le voyez à droite, l'idée à un moment, c'est de s'appuyer très fortement sur l'éolien, sur le solaire, et d'avoir aussi une partie qui est relative à l'hydraulique, le gaz naturel et du stockage. Alors la transition énergétique, on parle beaucoup aussi d'hydrogène vert. Donc pourquoi le Maroc? Il y a eu plusieurs études, et j'ai eu la chance d'être impliqué aussi dans l'élaboration de plusieurs de ces études. On a vu que par rapport aux marchés régionaux, et un marché régional très important, on ne le voit pas, c'est celui de la Méditerranée, parce que la carte est claire, celui de la Méditerranée, et donc là le Maroc est fortement bien positionné par rapport aux ressources, par rapport aussi à ses stratégies très claires et sa proximité de l'Europe. Donc ça, c'est les hotspots dont j'ai parlé. Là encore, on ne voit pas les cartes parce qu'elles sont claires. Et donc là, vous voyez que c'est pour ça qu'on en parle et cette thématique aujourd'hui attire beaucoup d'investisseurs étrangers. C'est parce qu'on considère qu'un des marchés les plus importants, ça va être le marché nord-africain avec l'Europe. Plusieurs études avaient été menées, des études sur la maturité technologique, sur les opportunités, sur les aspects technico-économiques. Il y a eu la création d'une commission nationale d'hydrogène, d'un cluster d'hydrogène vert, une task force aujourd'hui présidée par le chef du gouvernement, et puis la publication dernièrement de l'offre Maroc. Et donc là, c'est intéressant de voir que par rapport à ces objectifs, et on a essayé d'apprendre des leçons du passé. Quelles sont les leçons apprises du passé? Lorsqu'on a développé le plan solaire, on pensait à ce moment-là que la partie publique devait tout faire. Et ça, c'était une erreur. La partie publique doit préparer le terrain. Et c'est au privé de le faire. Parce que le privé va mobiliser ses fonds, va être des fois aussi plus efficient et efficace. Et c'est un peu le cas aujourd'hui pour le sujet de l'hydrogène vert. C'est pour ça qu'il y a une offre Maroc, et donc là aussi, on n'est pas parti vers des appels d'offres aussi contraignantes. On a mobilisé du foncier, et le Maroc est le premier pays, il faut le savoir, ça je ne le dis pas par complaisance, le premier pays qui a mobilisé autant de foncier et du foncier pour des projets, même si c'est du moyen terme. Et là, toute la pression n'est plus sur la partie publique, mais sur la partie privée. Les terrains sont là, tout est là, vous avez un cahier de charge. Si vous allez remplir justement ces conditions de ce cahier de charge, vous pouvez vous positionner. Alors les objectifs,
Vous voyez des chiffres en gigawatts sur le court terme 2030, ensuite moyen terme 2040-2050. Court terme, on parlait sur le scénario référence 8 gigawatts. Scénario optimiste 16 gigawatts. Ce qui est intéressant, vous allez le voir après, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, avec ces incitations, qui sont l'offre Maroc, la charte d'investissement, ça veut dire que les investisseurs qui viennent mettre en place des solutions renouvelables, sur la partie renouvelable des centrales, ne vont pas recevoir de financement conséquent. Bon, un financement, on parle peut-être d'un montant 300 000, 3 millions de dirhams, pas très important. Mais par contre, sur la partie transformation, il y a la possibilité d'avoir jusqu'à 30% de subventions ou même jusqu'à 50% si le budget dépasse les 2 milliards de dirhams. Avec tout cela aujourd'hui, et l'offre Maroc, et je vais revenir à ce slide, nous avons pour à peu près la période estimée, on parlait d'un 16 gigawatts dans le scénario optimiste, pour plus de 80 gigawatts de dossiers. Et donc c'est en train d'être traité. Le projet du groupe OCP de 4 gigawatts de produire 1 million de tonnes d'ammoniac à l'horizon 2027 a déjà démarré. Donc tout ça, c'est vraiment impressionnant. Et donc là, il faut se préparer. L'idée, c'est que sur le court terme, c'est d'abord l'ammoniac. Pourquoi l'ammoniac? Parce que quand on va produire l'hydrogène, on peut capter l'azote d'une manière très simple. On sait le faire. Et donc on va transporter l'ammoniac, on sait le faire. On a des infrastructures qui nous permettaient d'importer 1,5 million de tonnes d'ammoniac, 2 millions de tonnes d'ammoniac par an. On va pouvoir les utiliser aussi pour exporter. Sur le moyen terme, il faudra mettre en place des hydrogénoducs, ensuite les e-fuels qu'on peut transporter. Là, une petite parenthèse, tout ce qui est méthanol synthétique, tout ce qui est kérosène, e-fuels qu'on va utiliser comme carburant pour l'aviation. Nous avons un souci au niveau de notre pays, c'est l'accès à du CO2 biogénique, le CO2 qui est entre guillemets propre, qui n'est pas généré lorsque on procède à une combustion d'énergie fossile. C'est différent au niveau d'autres pays. Sur le long terme, ça va, et donc là, il faudra trouver des solutions, développer des nouveaux modèles intégrés, avoir des cimenteries qui, dès le départ, fonctionnent peut-être de l'hydrogène. Dans le process, on va avoir comme rejet du CO2, et à ce moment-là, il est considéré comme CO2 biogénique. La biomasse, il y a également aussi la possibilité d'avoir du CO2 biogénique. Mais là, on parle de quantités qui restent limitées pour notre pays. Et sur le long terme, là, on parle par exemple de DRI, Direct Reduction of Iron, par exemple d'acier, d'utiliser, d'avoir de l'acier et d'autres matières premières qui sont décarbonées. On a utilisé pour leur process directement également aussi de l'hydrogène. Alors, donc j'ai parlé de l'ammoniac. Le transport maritime sera important. Méthanol et aussi l'ammoniac qui pourrait être utilisé aussi comme carburant. Et donc ça, c'est important de créer aussi des infrastructures et d'être accompagné par le public. L'Union européenne a exprimé une forte demande. Là, bien sûr, il faut faire attention parce qu'il y a des marchés libres en Europe. Les prix sont encore élevés. Et c'est pour ça qu'encore une fois, tout naturellement, l'ammoniac serait le premier dérivé de l'hydrogène à fort potentiel. Alors, les infrastructures, il y a énormément de choses encore à développer, où finalement c'est embryonnaire. Sur la partie renouvelable, nous avons d'expérience. Sur le réseau, on va en parler. Le dessalement, sujet important. Et là aussi, une petite parenthèse, je l'ouvre et je vais la refermer très vite. Souvent, on dit, mais attention, on se trouve dans un pays qui souffre du stress hydrique. Est-ce que ce n'est pas peut-être une erreur d'aller vers des technologies qui vont nécessiter l'utilisation de beaucoup d'eau? Écoutez, il est prévu dès le départ de procéder à du dessalement. Et c'est même aussi très intéressant parce que le coût du dessalement ne représente que moins de 0,1% du coût de production de l'hydrogène. Ça veut dire une possibilité, sur le moyen long terme, de multiplier, tripler, quadrupler la production d'eau dessalée et d'en faire profiter également ces hydrogènes. Donc ça, c'est un sujet important. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs éléments. La synthèse de l'ammoniac, les électrolyseurs, les conduites, le stockage, j'ai parlé des projets. Et donc là, finalement, quand vous comparez la chaîne de valeur de l'hydrogène gris avec la chaîne de valeur de l'hydrogène renouvelable, ben là, vous constatez
D'abord sur le potentiel de ce marché, on parle de plus de 200 milliards de dollars de potentiel sur les équipements et sur les composants. On va voir, c'est-à-dire sur les électrolyseurs, les compresseurs, les pompes, l'électronique de puissance, les échangeurs, les conduites, le stockage. Donc là, énormément de défis sur lesquels, justement, la partie académique, scientifique devra accompagner ces entreprises parce qu'il faudra adapter des solutions, développer des solutions. La semaine prochaine, il y a une conférence sur l'hydrogène vert. Je partage avec vous ce slide et puis je passe à la dernière partie de ma présentation. Recherche et développement et innovation. Alors j'ai parlé de potentiel tout à l'heure. J'ai parlé de stratégie très claire. Et là, je vais parler de défis. Pour moi, par rapport à cette partie, nous avons également des potentialités. Les potentialités, c'est vous. Je vous le dis sans complaisance. C'est-à-dire que j'ai vécu 18 ans en Allemagne, j'ai vécu 1 an en Chine, etc. Nous avons, très sincèrement, une matière grise excellente. Aussi, on ne peut pas aller dans les superlatifs, on va dire, elle est aussi excellente qu'à l'étranger. Donc ça, c'est la richesse que nous avons. Comment accompagner tout ça et répondre à ce sujet pour consolider les relations. Quand on parle du parcours du chercheur et de l'entrepreneur, il y a une invention, etc. Et donc là, on va aller vers du push. Si c'est le marché, comme ça a été dit tout à l'heure par Cicélienne, comment attirer aussi et définir le besoin. Et donc là, c'est ce qui a été créé hier à travers le directoire, avoir le besoin du monde socio-économique et puis adapter le besoin des solutions. Ensuite, il y a des évaluations, il faut passer par plusieurs niveaux de maturité technologique. Ensuite, il faut accompagner des business models, la stratégie, les business plans, la certification, quand on veut respecter la normalisation, certification. Autre petite anecdote, lorsqu'on a travaillé sur le respirateur, et je me rappelle à ce moment-là, c'était le ministre Moula Hafid Alami qui nous disait voilà combien ça va coûter, combien ça va coûter, combien. Et donc on a vu, on lui a dit voilà, monsieur le ministre, c'est 2000 dirhams. Ah, magnifique, très bien, on va aller vite, on va sortir, c'est formidable. Et donc à un moment, on a commencé à voir ce qu'on avait rapidement développé avec des partenaires aussi, au niveau national, international, qu'il fallait respecter des normes. Et là, on a commencé à voir des composants. Et donc, ce qu'on avait utilisé comme composants ne respectait pas les normes médicales. Et il fallait acheter des composants pour respecter les normes médicales. Il y a des valves électromagnétiques que nous avions, je pense 6. Et donc là, clairement, le fait de prendre des valves électromagnétiques qui respectent les normes médicales, on était à 14 000 dirhams. Et la donne a changé, c'est-à-dire que ce n'était plus si intéressant que ça. Et donc tout ça, c'est des éléments importants. Lorsqu'on est en train de développer, eh bien, il va falloir aussi se baser sur ça. Ensuite, après, il faut le financement. Élément très compliqué au niveau de notre pays. J'espère qu'on va avoir des banques de développement. On a aujourd'hui le fonds Mohamed VI pour l'investissement. Ça reste lourd, ça reste compliqué, ça passe, c'est indirect, ça passe par d'autres banques. Là. Alors, et c'est pour ça que finalement, à un moment, il faut encourager tout ça. Et c'est comme une production. Si j'ai un maillon de la chaîne de valeur qui manque, je ne peux pas arriver à la fin. Même si j'investis plein d'argent au début, plein d'argent au milieu, et si j'ai un maillon de la chaîne qui manque, je ne peux pas arriver à la fin. Et c'est là où ça va être très très important de trouver la complémentarité des différents acteurs. Rapidement, voilà, j'ai parlé de plateformes aujourd'hui. Vous avez plusieurs écoles d'ingénieurs, plusieurs universités qui ont mis de formidables choses en place. Là, c'est un focus aussi du secteur des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique. Et puis il y a la partie financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les compétences, elles sont là. Et elles peuvent être spécialisées, etc. Sur la partie infrastructure, elles sont là. Et la partie basse, quand on parle de financement, ce n'est pas là. Ça, c'est une réalité. Et ça, pour moi, personnellement, je sais que je dois quand même rester diplomate, mais pour moi, c'est un constat d'échec. Et si on ne trouve pas des solutions, ça ne peut pas être du ponctuel. Ça ne peut pas être que dire « Ah tiens, l'OCP est en train de financer ». C'est formidable ce que fait le groupe OCP, mais ça reste toujours aussi limité. On est en train de parler de tout un pays. Et donc là, il faut clairement
qu'il y ait une mobilisation très forte aussi des pouvoirs publics, et vous allez voir pourquoi, pour soutenir la recherche et le développement, pour accompagner ces maillons de la chaîne de valeur, et ce n'est pas le cas. Parce que lorsqu'on fait des benchmarks, ça ne sert presque à rien de financer ponctuellement et d'arrêter 3 ans, 4 ans et de revenir. Non, il faut que ça soit continu. Je me suis battu pour ça. Peut-être, je vous le dis, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de quitter le public et d'aller du côté du secteur privé. C'était un moment où j'ai dit, non, la contradiction, je vous dis un point, quand on veut, parce que c'est le même gouvernement, mais quand vous avez des départements qui vous disent, on veut plus d'innovation, on veut être les meilleurs, on veut être ça, on veut être ci, très bien. Mais si vous ne mettez pas la main dans la poche, comment vous voulez que ça fonctionne? Et c'est là où finalement on peut se retrouver confronté à un paradoxe. Et je sais que vous le savez mieux que moi. J'ai été partenaire de plusieurs enseignants-chercheurs, et c'est ce qui fait qu'on va avoir des gens comme Mohamed Daoudi, qui n'est pas aujourd'hui là au Maroc. On aimerait bien qu'il soit au Maroc, mais il est peut-être aussi ailleurs. Parce que finalement, il se rend compte qu'il n'y a pas tous les moyens qu'il faut, donc j'espère qu'il y aura aussi les moyens qu'il faut pour que plusieurs personnes reviennent, et nos chercheurs qui sont là, et nos enseignants-chercheurs qui sont là, qui puissent à nouveau aussi avoir la motivation qu'il faut. Je suis désolé, je ne voulais pas être pessimiste, mais c'est important de voir. Quand on voit le financement de la recherche, l'Union européenne, l'Europe, et on voit l'Afrique, c'est très très limité. Ici aujourd'hui on voit, pour le Maroc, CNRST ou IRSN n'alloue presque plus d'argent, et le CNRST également aussi, presque plus, c'est marginal par rapport aux autres. Alors, le financement de la recherche, dernier slide. Les derniers slides, ça c'est un benchmark. Où, écoutez, oui, j'avais aussi travaillé dessus, avec PwC, on voit une comparaison l'IRSN et d'autres structures de recherche. Fraunhofer en Allemagne. Je suis désolé, j'avais un professeur en Allemagne quand j'étais à l'université, il m'aurait dit, c'est quoi les unités? Est-ce que c'est des euros? C'est des euros, je suis désolé, 1 million d'euros. Le Fraunhofer, 2760 millions d'euros par an. La Finlande, tout petit pays, 245 millions d'euros par an. Technalia, similaire, là on est sur des sujets, on limite sur fortement le sujet de les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, les technologies propres. Technalia en Espagne, 110 millions. Le CSTB en France, presque 100 millions. Je pense qu'ils ont dépassé les 100 millions d'euros par an. IRSN, on était à 5. 5 millions pour soutenir les universités, pour développer des plateformes de recherche, pour le budget de fonctionnement. Et ça, clairement, c'est un décalage et ça doit fortement changer. Parce que le financement de la recherche, et vous le voyez ici, vous avez ou des financements directs, les contrats publics, les agences de moyens, et très souvent, tout ça, la commande publique, les financements publics, ça doit être plus de 60% dans le domaine de la recherche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est formidable ce qui a été fait hier. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, les moyens restent limités. Bien sûr, c'est un bon début. Quels sont les grands groupes qui ont les moyens d'investir dans la recherche, qui investissent au Maroc dans la recherche et développement? Je vais vous dire, c'est l'OCP. Le deuxième, c'est l'OCP. Troisième, c'est l'OCP. Et quatrième, c'est peut-être l'OCP. Très peu d'investissements dans la recherche et développement. Comment on va faciliter? Impôt crédit recherche. J'étais impliqué sur la mise en place des crédits impôt recherche. On l'avait poussé au niveau de la CGM. C'est passé dans le texte. Il y a un texte qui dit il y a crédit impôt recherche au Maroc. Ils ont rajouté une clause dedans qui fait qu'à la fin, c'est une sorte d'appel à projet. C'est pas le crédit impôt recherche. Et tout ça, bien sûr, c'est dommage et c'est important. Je sais que mon ami Sébastien m'a dit il faut des messages. Ça fait partie des messages. C'est important d'accompagner la recherche par une recherche publique, par un financement aussi public. Alors, moi j'ai parlé du football. Bien sûr que le football, on a des personnes, des compétences, comme dans le domaine de la recherche. On a des gens qui sont bons, qu'ils aient été formés à l'étranger ou qu'ils aient été formés ici. Mais ils sont bons. Et qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu mobiliser aussi plus de moyens. Et donc si on veut aussi, dans le domaine de la recherche et développement, et qu'on puisse valoriser des résultats, qu'on puisse accompagner aussi l'industrie, il faut aussi qu'on mette la main dans la pâte. Écoutez, voilà. Bien sûr, la coopération internationale est importante. C'est le partenariat public-privé. Je pense que mon ami Saïd Boline va en parler. Et donc là, clairement, quel est l'objectif? C'est de partager des valeurs, de partager
plus de richesse. Ben voilà, les richesses, c'est comme quand on va chez